Thébomoni qui va ouvrir cette table ronde en visio, puisqu'elle n'est pas en France en ce moment. Et elle va revenir sur les stratégies développées par le mouvement social aidé de scientifiques notamment pour arriver à l'interdiction de l'amiante, à la réparation des victimes et à la mise en cause des responsables. J'ai participé avec Henri Pézra à la mobilisation scientifique et aux mobilisations sociales qui ont permis d'arriver à l'interdiction de l'amiante en 1996 avec application au 1er janvier 1997. Ces mobilisations permettaient enfin que soit pris en compte le drame de l'amiante pour de très nombreuses victimes. Cette décision de l'interdiction mettait un terme peut-être à une commercialisation, mais malheureusement pas à un usage. Et on sait qu'aujourd'hui encore, parce qu'il y a eu 80 kg d'amiante par habitant, la prévention tarde à être réellement mise en place. Et c'est un enjeu à relever. Du point de vue de la réparation pour les victimes, je voudrais évoquer une décision de la Cour de cassation extrêmement importante en février 2002, lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été redéfinie comme étant le fait qu'un employeur qui connaît le risque et qui aurait dû prendre des mesures pour empêcher la contamination à l'amiante, cet employeur est reconnu coupable d'une faute parce qu'il n'a pas respecté les règles du Code du travail. Cette redéfinition a permis un pas très important du point de vue de la réparation des victimes et aussi, bien sûr, du point de vue de la reconnaissance de la responsabilité des employeurs dans la poursuite de ces maladies très très graves. Un arrêt de la Cour de cassation de janvier 2023 vient confirmer, je dirais en quelque sorte, en appelant finalement à une réparation intégrale pour l'indemnisation des victimes de l'amiante. Pour les pesticides, on aimerait que la même situation parvienne à son terme, c'est-à-dire qu'on aille vers l'interdiction de ces substances extrêmement toxiques. Actuellement, nous avons 2 expertises collectives INSERM 2013-2021 qui font des bilans que je considère comme dramatiques, puisque cela consigne toutes les maladies liées aux pesticides, mais malheureusement, les pesticides, peut-être encore plus que l'amiante, entrent dans ce grave problème des cancers professionnels. Les cancers professionnels, c'est une invisibilité, une quadruple invisibilité, d'ignorance toxique, d'invisibilité physique, il y a une imperceptibilité, bien souvent, une invisibilité sociale. La reconnaissance est absolument pitoyable par rapport à l'ampleur que prennent certainement les cancers professionnels aujourd'hui, et une invisibilité politique, puisque les choix politiques ne vont pas dans le sens, pour l'instant, d'une vraie reconnaissance des cancers professionnels et de l'exposition dans les lieux de travail. Je voudrais évoquer en terminant le travail des groupements d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle qui tentent de lutter, de briser cette invisibilité. Et je voudrais évoquer aussi le rôle des mutuelles sur plusieurs plans pour faire émerger vraiment ce qui se passe au niveau des pesticides, de l'amiante et des autres toxiques cancérogènes. Il faut mettre en place des centres de suivi post-exposition, post-professionnelle, et les mutuelles peuvent avoir un rôle par rapport à ces centres de suivi. Le droit au suivi post-professionnel est un droit inscrit dans le Code de la sécurité sociale. Les mutuelles peuvent jouer un rôle pour soutenir le travail des GISCOP, le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, pour vaincre certaines difficultés que rencontrent les GISCOP existants, mais aussi pour l'essaimage, pour élargir la possibilité de vraiment instruire quelles sont les expositions professionnelles, les activités professionnelles exposées, comment faire pour que la réparation
des cancers professionnels soient davantage pris en compte. Et puis, bien sûr, pour la prévention. Et là, je terminerai en disant que je souhaite que les mutuelles puissent peser dans le champ politique pour une interdiction des substances toxiques, au premier rang desquelles les pesticides. Je vous remercie. Je donne la parole à Nathalie Jass, qui est donc historienne et sociologue des sciences à l'INRAE, et qui va nous expliquer en quoi les pesticides diffèrent de l'amiante et pourquoi leur danger est plus difficile à saisir, mais aussi à encadrer. Pardon. Oui, alors je suis toujours en partie surprise du rapprochement amiante et pesticides, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'amiante, c'est une substance ou un petit groupe de substances, une pathologie signature, c'est-à-dire qu'on sait, on peut tout à fait associer la pathologie à l'exposition, et une forme d'objectivisation qui a pris du temps, de reconnaissance qui a pris énormément de temps malgré ces mais qui existe, et une possibilité de repérer les malades à cause de cette pathologie signature. Quand on est avec les pesticides, c'est un usage qui commence dès le 19e siècle, on l'oublie souvent. On a au moins 2000 substances actives à l'échelle mondiale, peut-être plus, des dizaines de milliers de produits commerciaux à l'échelle mondiale, une quantité infinie de métabolites, des quantités absolument inconnues de produits qui ont été épandus. Et surtout, on a une multitude d'usages qui n'est pas seulement sur les plantes, mais sur les semences, les animaux, les bâtiments d'élevage, et aussi en dehors de l'agriculture. On a beaucoup d'usages qui sont qui ne sont pas agricoles. Donc on a une espèce d'insaisissabilité, une ubiquité. Et on a aussi une multitude de pathologies, et une multitude de pathologies qui ne sont non spécifiques. Et donc, on ne peut pas relier facilement. Et même les intoxications aiguës sont parfois difficilement reliables aux pesticides, puisqu'elles peuvent arriver 24 heures, 48 heures après se manifester pathologiquement. Donc, on est dans une situation qui me semble beaucoup plus compliquée et beaucoup plus difficile à saisir. Et par ailleurs, on a beaucoup de malades dont on ne sait pas, qui étaient liés au travail, qui ont sans doute existé depuis le 19e siècle, que l'on n'a pas vu, que l'on n'a pas repéré, et on est incapable de dire combien de personnes ont été affectées partiellement ou de manière importante par des pesticides, par l'usage de pesticides à cause de ces propriétés. Je voudrais juste souligner un deuxième point. On a l'impression que les pesticides, c'est une problématique récente, mais de fait, c'est une problématique, c'est ce qu'on appelle des dossiers à rebond en sciences sociales. Et les premières grandes inquiétudes sur les pesticides dans différents pays, avec des mobilisations très importantes, ont lieu dès le début du XXe siècle. Et c'est le cas en France, notamment. C'est pas qu'en France, mais c'est le cas en France. Et avec tout un ensemble de mobilisations d'ampleur. Et ces mobilisations d'ampleur, elles vont donner lieu en France, mais dans d'autres pays aussi, à des expertises, qui posent des questions pour lesquelles on n'a toujours pas trouvé de réponse. Il n'y a toujours pas de réponse satisfaisante aujourd'hui, alors qu'elles sont revenues régulièrement, elles sont toujours présentes. Je ne vais pas les détailler toutes, mais je voudrais en souligner deux. La première, c'est que font les experts dans ces commissions ? Est-ce qu'ils anticipent la portée de ce qu'ils vont dire et négocient ce qu'ils vont dire voilà, on ne peut pas changer le système, donc il faut essayer de faire en sorte que les choses soient moins problématiques, ou est-ce que l'on dit ce qu'on pense, mais en sachant que ça n'aura pas d'écho, pour le faire vite. Et le deuxième point, c'est que comment est-ce qu'on compte les malades, comment est-ce qu'on repère les malades, comment est-ce qu'on met en place des systèmes alors même qu'on a toutes ces problématiques de non-spécificité. Et aujourd'hui aussi, on ne sait toujours pas en France compter tous les intoxications aiguës. Et on peut le passer à l'échelle de la planète. Et le dernier point, c'est qu'à cette époque-là, on se focalisait sur un groupe de substances, les arsenicaux, mais on avait déjà plein d'autres substances au début du XXe siècle qui étaient problématiques, notamment la nicotine, qui était bien plus utilisée et qui ne posait absolument aucun problème. Le seul problème que ça posait, c'était comment est-ce qu'on répartit des stocks insuffisants de nicotine, et on le décidait au Parlement. Et il y avait déjà plein d'autres substances.
Le tout dernier point, je m'arrête là, c'est que les premières grandes législations, ce n'est pas l'homologation, c'est 1916, c'est les législations sur les substances vénéneuses, qui ne concernent pas que l'agriculture, mais toutes les substances toxiques qu'on utilise dans plein d'industries, et le médicament. Et ça instaure des systèmes où on interdit, des substances sont reconnues comme dangereuses, c'est le cas en agriculture, qu'on interdit sur le papier, mais où on met en place des systèmes de dérogation parce qu'elles ont des utilités. Et ces systèmes de dérogation vont ensuite s'accompagner de tout un ensemble d'autres stratégies réglementaires, d'autres dispositifs réglementaires qui vont permettre d'utiliser des substances qui sont reconnues comme dangereuses. Il n'y a pas de souci, elles sont reconnues réglementairement comme dangereuses, dont l'usage contrôlé. Et c'est vrai pour l'agriculture, mais toutes les industries. Donc on a l'usage contrôlé, les systèmes de dérogation, on a aussi les autorisations provisoires, etc., etc. Et le fait est qu'on peut, comme ça, pendant des décennies, arriver à autoriser des substances qui ne sont pas critiquées pour leur toxicité, dont la toxicité est reconnue, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement, et c'est quelque chose qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'était les points que je voulais souligner, on peut rentrer dans les détails après. Merci beaucoup. On va revenir avec Stéphane Foucard, donc, qui est journaliste au Monde, sur cette question de la fabrique du doute autour des pesticides, mais avec un autre regard pour comprendre en fait comment ce sont les effets sanitaires qui sont masqués par la diversité de leur mode d'action d'une part et par l'absence de population témoin d'autre part. On va essayer de projeter un slide qui n'était pas tout à fait enregistré. Donc on espère que ça va marcher. Ouais, on peut commencer pendant ce temps-là. Merci. C'est bon. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Nathalie Jass. Évidemment, la question des pesticides, elle est très différente d'autres questions comme celle de l'amiante ou du changement climatique ou ce genre de thème qui a généré beaucoup de ce qu'on a appelé la stratégie du 12 et la fabrique de tactiques, de stratégies qui permettent de relativiser, d'euphémiser, voire de nier en fait la réalité d'un problème scientifique. Souvent en mettant en avant des études minoritaires, des études qui vont à l'encontre du corpus existant et en essayant de populariser ça auprès du public, des médias et des responsables politiques. Pour la question des pesticides, c'est évidemment assez différent, c'est même très différent, comme l'a dit Nathalie, le caractère ubiquitaire de ces produits, le fait qu'il y en a partout, qu'il y en a plein, qu'aucun d'eux n'a d'effet spécifique, hein, il n'y a pas la signature, il n'y a pas le mésothélium de l'amiante, tout ça Nathalie l'a rappelé. Maintenant, il y a d'autres mécanismes de fabrique du doute sur ce sujet qui sont des mécanismes réglementaires et on se rend compte qu'en fait les parties prenantes, les lobbies, hein, les industriels n'ont pas besoin de déployer énormément d'énergie en fait pour créer du doute puisque le doute est fabriqué par la réglementation elle-même. Et peut-être le premier sujet, qui est bien connu de beaucoup de personnes dans cette salle, c'est celui des mécanismes d'évaluation du risque d'évaluation réglementaire des risques préalables aux autorisations de mise sur le marché, qui sont absolument inadéquats. Et chaque scientifique spécialiste de ces sujets, hein, qu'il soit toxicologue, épidémiologiste ou écotoxicologue, qui regarde les dossiers d'homologation est en général consterné de ce qu'il y trouve. Ce sont des études qui sont standardisées, hein, il ne s'agit pas d'études au sens académique du terme, elles ne sont pas publiées dans la littérature scientifique. Il s'agit de tests qui sont réalisés par les industriels eux-mêmes, souvent dans des conditions assez rudimentaires et assez éloignées de la réalité. J'ajoute que c'est vrai pour la question de la santé publique, hein, au niveau de la mesure des résidus qu'on va retrouver dans la chaîne alimentaire, mais également pour ce qui a trait à la santé au travail. Récemment, Le Monde a publié une enquête de ma consoeur Stéphane Aurel qui montrait que, par exemple, l'efficacité des équipements personnels de protection, hein, qu'on demande aux applicateurs de revêtir avant d'utiliser ces produits, eh bien, en général, leur efficacité est simplement, elle est écrite. On part du principe que c'est un abattement de 90 à 95% sans que ce soit scientifiquement démontré. Et au contraire, la littérature scientifique dit des choses qui sont assez radicalement différentes. Donc il y a du simple point de vue de la réglementation quelques éléments de fabrique du doute pour une raison qui est simple, qui est que les agences qui font ce travail d'évaluation réglementaire des risques
elles entrent en quelque sorte dans l'espace médiatique en compétition avec la science académique. Et on se retrouve avec des controverses qui ne sont pas vraiment des controverses scientifiques, mais qui sont comprises par les responsables politiques et par le public comme des controverses politiques. Alors donc quand vous avez le ministre de l'Agriculture qui vous dit « mais moi je suis la science et donc je vais réautoriser le glyphosate », en fait il ne suit pas du tout la science, il suit la réglementation. Ça c'est bon, un des nombreux aspects par lesquels les pouvoirs publics contribuent à cette fabrique du doute sur la question des pesticides. Il y en a d'autres. Par exemple, le fait que, comme Nathalie l'a dit, ce sont des produits qui sont ubiquitaires, qui sont partout, qui sont peu tracés, on est tous exposés, il n'y a pas de population témoin, mais ce sont des problèmes auxquels on peut essayer de remédier assez simplement en mettant en place, par exemple, des registres spatialisés d'épandage. C'est possible, puisque la Californie le fait. Alors, si vous regardez un petit peu dans la littérature scientifique, tout ce qu'il y a d'épidémiologie sur les pesticides, il y a une partie considérable qui vient de Californie, tout simplement parce qu'en Californie, quand vous mettez 500 grammes de glyphosate sur un champ, eh bien, vous êtes obligé de le mentionner. Tout ça est numérisé et réutilisable ensuite par la communauté académique qui peut savoir si, quelques mois après que vous ayez utilisé ce produit sur cette parcelle, eh bien, dans un périmètre autour du champ, il y a eu des malformations à la naissance, des cancers professionnels ou des maladies de riverains et ce genre de choses. Cette question-là, je pense qu'elle est majeure parce qu'elle construit une sorte d'ignorance stratégique, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une ignorance qui est subie par la communauté scientifique ou qui est subie par la société, c'est une ignorance qui est le fait de choix délibérés. Et je vais essayer de vous montrer avec ce petit exemple pourquoi c'est très important. Parce que quand on parle en général de ces sujets, on est aussi soi-même, et c'est aussi le cas de certains scientifiques, pollués par des préjugés selon lesquels, par exemple, l'effet est proportionnel à la dose. Et quand on est exposé à très peu de produits actifs, eh bien, les effets attendus sont faibles. Et quand on est exposé à une quantité importante de ces produits, eh bien, les effets attendus peuvent être forts. En réalité, les choses sont très différentes. Donc, je vais juste vous raconter une histoire, j'en ai pour 2 minutes, mais je montre ça à chaque fois que je parle de ce sujet pour que ça imprime, parce que c'est très important. En 1993, dans une préfecture du Japon, qui s'appelle la préfecture de Shimane, qui fait 6700 km², donc c'est une grande préfecture dans l'ouest du Japon, on utilise en mai 1993, pour la première fois, quelques dizaines de kilos, presque rien, d'imidaclopride. L'imidaclopride, c'est la molécule mère des néonicotinoïdes, dont on a beaucoup parlé sur la question des abeilles et des pollinisateurs. Au bout de quelques temps, les pêcheurs de la zone, il y a un grand lac, le lac Shinji, qui est un lac qui fait 80 km², qui est un des plus grands lacs du Japon. C'est une grande pêcherie d'eau douce qui produit des espèces commerciales comme l'anguille ou l'éperlan. Les pêcheurs se plaignent du fait qu'il n'y a plus de poissons. Ils ne prennent plus de poissons dans leurs filets. Ce que je vous montre là, c'est une adaptation d'une publication qui a été faite par des chercheurs japonais, qui a été publiée en 2019 dans Science. Et si on regarde simplement 2 ou 3 ans après, on commence à regarder, à observer la situation 2 ou 3 ans après dans ce lac, et puis on regarde les prises de pêche. En haut, vous avez l'intensité du recours à ces néonicotinoïdes dans cette préfecture, et en dessous, vous avez les prises de pêche. Voyez ? Donc, si vous regardez ça à partir de 1996, donc 3 ans seulement après l'utilisation de ces produits, et on part encore de très très peu, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de 100 kilos qui sont utilisés en 96, vous ne voyez aucune corrélation entre la quantité de néonicotinoïdes qui est utilisée et la quantité de poissons qui est pêché dans le lac Shinji. Il n'y a rien. Donc si vous êtes un scientifique ou un régulateur ou un homme politique, vous regardez ça et vous vous dites, il n'y a pas d'effet. Vos poissons, ils sont partis pas pour d'autres raisons que l'utilisation de ce produit. Si on avait, ce qui a été fait par extraordinaire dans le cas présent, si on avait relevé, indexé très minutieusement toutes les données disponibles depuis les années 80, voilà ce qu'on verrait en réalité. C'est ce qui a été publié par les chercheurs japonais. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Bref. Là, il ne s'agit pas évidemment de santé, vous l'aurez remarqué, il s'agit d'un problème écosystémique, écologique, hein, mais on peut raisonnablement, en première approximation, dire qu'un écosystème, c'est un système complexe, un peu aussi comme un organisme. Et donc que ce qui se passe à l'échelle d'un écosystème, ça peut aussi se produire à l'échelle d'un organisme. Ça a passé. Donc voilà, mon effet est sauvé. Vous voyez qu'en fait, il suffit de rien, c'est-à-dire il suffit de quelques dizaines de kilos à l'échelle de cette imidaclopride, à l'échelle d'une grande préfecture en traitement sur les rizières, quelques dizaines de kilos pour faire un effet abrupt qui passe d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. Et si vous n'avez pas les données depuis le début, si vous n'avez pas un registre spatialisé bien fait qui vous dit
quels sont les paramètres de tel ou tel écosystème et comment ces paramètres peuvent évoluer dans le temps avec une intervention extérieure, comme l'introduction d'un nouveau produit, eh bien, vous ne pouvez pas voir ça. Donc ça, la conséquence, elle est très claire. C'est que vous avez toute une économie, toute une pêcherie lacustre qui est simplement détruite, irrémédiablement détruite. Les prises ne sont pas reparties depuis, juste parce qu'on a utilisé quelques dizaines de kilos d'imidacloprid à l'échelle d'une préfecture de 6700 km². Donc voilà, c'était simplement un exemple pour ne pas parler dans le vide, parce qu'en général, les journalistes aiment bien donner des exemples et raconter des histoires. Donc voilà, je pense que c'est une histoire qui est assez parlante et qui montre bien comment on peut être mis en situation inévitable, en quelque sorte, de doute dans ces questions de pesticides, de santé et d'environnement. Merci beaucoup. On va maintenant je vais donner la parole à Henri Titgresse qui va quand même nous dire que même si cette fabrique du doute, elle est solide, elle peut se fissurer. Donc, ancien secrétaire du syndicat CGT des chantiers de la Seine-sur-Mer, ancien président de la Mutuelle de la Méditerranée et président du CAPER 83, donc CAPER, Comité Amiante Prévenir et Réparer. Donc, Henri Titgresse voulait revenir sur la responsabilité des politiques dans cette fabrique du doute, donc concernant la question de l'amiante, mais aussi sur les premières luttes des personnes malades de l'amiante. C'est à vous. Oui, moi, mon intervention, c'est surtout pour faire un constat des actions que nous avons menées sur le problème de l'amiante et surtout pour affirmer aux responsables politiques qui gèrent notre pays qu'un tel scandale humain et financier ne doit pas se nouer avec l'utilisation de pesticides toxiques. C'est un beau slogan et pourtant il y a eu le sang contaminé et aucune leçon n'a été tirée. On doit prendre ça en compte. Le but des lobbies industriels de l'amiante ont toujours prôné un usage contrôlé alors que tous les spécialistes le savent. Même avec des précautions importantes, l'usage d'un matériau cancérogène est un mythe. Surtout avec un délai de carence de 20 à 40 ans, on assiste encore aujourd'hui à un nombre considérable de cancers et de mésothélium. C'est criminel de n'avoir rien fait, les pouvoirs publics et les élus politiques en portent l'entière responsabilité. C'est une tragédie qui aurait pu être évitée quand on pense que depuis 1904, ce matériau était déjà considéré comme cancérogène et que ça allait contaminer les ouvriers qui l'utilisaient et les retombées environnementales que ça prouvait. 93 ans après, en 1997, est sortie l'interdiction de l'amiante. Il a fallu 93 ans pour pouvoir aujourd'hui considérer que l'amiante, il fallait l'interdire. Résultat, 100 000 morts prévisibles qui sont largement dépassés, car l'amiante aujourd'hui poursuit encore son chemin qui mène à la mort, jetant des milliers de familles dans le désarroi. L'exemple le plus flagrant qui peut être comparé à ce qui s'est passé au Japon en 1945 avec Hiroshima. Quand la bombe atomique est tombée sur le pays, ça a fait 100 000 morts, ce qui a réveillé le monde entier sur cette horreur. Pour l'amiante, le résultat il est le même. On a 100 000 morts, à part que c'est un Hiroshima silencieux qui passe que presque inaperçu avec ses 3 500 à 4 000 morts par an. Ayant été travailleur des chantiers navals de la Seine, responsable mutualiste, etc., le drame de l'amiante, l'utilisation qu'il a fait, c'est que l'amiante rentrait dans le processus même de la construction des navires. C'est-à-dire qu'il y en avait de partout. Qu'on soit dans les machines, dans les aménagements des navires, l'amiante était utilisée de façon énorme. Et tous ces effets-là ont été minimisés tant par la direction que par les services de la médecine du travail, absente, et y compris l'absence totale de l'inspection du travail, et y compris des sécurités sociales. L'amiante, il y en avait partout, dans les aménagements, jusqu'à la liquidation de Normel. Depuis 30 ans, notre mutuelle de la Méditerranée, qui était avant une mutuelle d'entreprise, puis devenue une mutuelle interprofessionnelle, puis CAPER, on se bat sur ces problèmes de reconnaissance de maladies professionnelles. On a traité 6 000 dossiers auprès de la CPM du Var, y compris sur la faute inexcusable de l'employeur, où on recense aujourd'hui 18% de salariés décédés de cette affection de l'amiante, soit plus de 1000 morts sur les 6 000 dossiers que nous avons traités. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été facile, et dès les premiers salariés qui sont venus nous voir, l'idée première que nous avons eue, ça a été de dire il faut qu'on informe la population sur ces risques et
tâché de trouver un médecin pneumologue pour faire des conférences de presse avec lui, pour sensibiliser les travailleurs qui ont été exposés à l'amiante, mais surtout pour sensibiliser le corps médical, notamment les médecins traitants, en disant, quand il vous vient un travailleur des chantiers, pensez qu'il a été exposé à l'amiante, et que donc, de ce fait, il faut regarder, faire un scanner, spirométrie, etc., pour pouvoir déceler si véritablement il a été contaminé. Alors, les premiers dossiers que nous avons créés, on a eu des difficultés énormes avec la CPM du Var. CPM du Var, y compris avec leur enquêteur qui venait rencontrer les gens dans leur maison, y compris pour les questionner sur leur exposition. Et on a même assisté à ce que la CPM avait demandé dans un dossier la mise en place d'une autopsie. Une autopsie, et on sait très bien que malheureusement l'amiante, à des moments donnés, elle vient se porter, y compris sur les os. Et le médecin chef des pneumologues de la Seigne, il nous avait dit, il suffit de gratter le haut des os pour pouvoir déceler qu'il y avait du problème de l'amiante, chose qu'on a pu déjouer avec l'accord de la famille. Ensuite, en 2005, le Sénat a créé une commission d'information et conséquences de la contamination de l'amiante. Et il le précise dedans, sans juger et rechercher les coupables. C'est un constat qu'ils nous font. Pourtant, le constat est accablant sur la responsabilité de l'État, condamné à plusieurs reprises par la Cour de cassation et le Conseil d'État, sur ses manquements à la protection des salariés. Responsabilité politique partagée aussi par les employeurs, les inspections du travail, qui connaissaient la réglementation, les médecins de travail, les caisses régionales et départementales, tous ont été complices et ont gardé le silence, occasionnant des milliers de morts supplémentaires. Le Sénat, il a sorti 2 livres, pas un, 2 livres. 2 livres qui définissent bien tous les problèmes et responsabilités sur ce désastre sanitaire et humain, à travers la reconnaissance de la maladie professionnelle, faute inexcusable, création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la mise en place d'une pré-retraite amiante. Mais toutes ces choses-là qui ont été gagnées, ont été gagnées grâce à la lutte et à l'action qu'ont menée les travailleurs. Parce qu'au départ, sur le problème des pré-retraites amiante, la liste des entreprises, et y compris les métiers qui étaient soulevés, était véritablement insignifiant. Il a fallu que l'on aille au niveau des élus politiques, occuper les préfectures, aller à des moments donnés au niveau même des tribunaux, tels que le tribunal des affaires constitutionnelles, qui était à ce moment-là, au niveau des appels, pour pouvoir faire en sorte à ce que ces choses-là puissent se poursuivre. Donc, les 2 livres du Sénat, c'est bien, mais ils ont servi à quoi? Le Conseil est accablant. C'est des dossiers qui ont été mis finalement dans la bibliothèque du Sénat. On a fait fermer les portes pour pas qu'ils prennent trop de poussière, et il n'en demeure pas moins que, à travers ce constat, on aurait dû décider de poursuivre les actions avec la mise en place d'un plan national de désamiantage, repérage des sites reconnus, amiantés, dans les administrations, les hôpitaux, les cliniques, les écoles. Les écoles, allez aujourd'hui, quelqu'un qui a 8-10 ans et qui va se prendre dans 20 ans ou dans 30 ans, puisque le délai de latence va jusqu'à 40 ans, il va se prendre une cancer en mésothélium, comment il va pouvoir justifier que c'est à l'école qu'il a été contaminé, et son dossier, il sera jeté à la poubelle parce qu'il risque de ne pas arriver à être reconnu. Donc là, cette commission, elle a accouché d'une souris, quoi. C'est pas quelque chose véritablement, même si ça a le mérite d'avoir existé, ça n'a pas lieu de faire. Voilà. Sur le traitement des déchets, il n'y a rien. Sur la gratuité du désamiantage au niveau des particuliers qui sont confrontés au coût du désamiantage dans leur habitation, bien souvent ils exécutent eux-mêmes le désamiantage, ils jettent l'amiante dans leurs poubelles ou dans des décharges sauvages, et ça continue à contaminer tout le monde. Et ce ne sont pas les quelques subventions que l'on a l'intention de donner, 50% pour les ménages très très modestes, c'est écrit comme ça dans les textes, et 35% pour les ménages modestes. Alors que les gens, bien souvent, ils habitent dans les HLM, et le désamiantage, ils n'ont pas à le faire. Donc, on voit à ce niveau-là tous les dangers et toutes les conséquences que l'amiante va encore produire, même si, à des moments donnés, comme le dit les copains d'Andeva,
il y a des remises en cause, y compris sur le problème des mésothéliums. Mise en cause sur le problème des mésothéliums. Moi, le conseil que je donne, c'est que au niveau des mutuelles, on se mette à jour avec l'ensemble des associations pour qu'on relève sur l'année 2023 quel a été le nombre de mésothéliums et de cancers qui ont été faits pour pouvoir essayer d'intervenir auprès de l'État pour leur dire vous n'avez pas le droit de dire aujourd'hui qu'on va remettre en cause le problème des fautes inexcusables sur le problème des mésothéliums. D'autre part, moi j'ai vu qu'il y avait le président de la Fédération nationale de la mutualité française, c'est bien qu'il soit là, et je dirais que pour la continuité qu'on a de voir, il faut qu'on monte une équipe de rugby, on va le mettre talonneur, un pilier des pesticides, un pilier au niveau de l'amiante, et on va essayer de faire en sorte à ce que celui-ci il pousse au niveau de ces mutuelles pour que ces mutuelles ne soient plus spectateurs, mais qu'elles rentrent dans les combats que l'on doit mener, parce que les combats vont être difficiles, aussi bien pour l'amiante que pour les pesticides. Voilà. On a une dernière prise de parole, dernière intervention, avant de faire circuler la parole parmi vous. Donc c'est Jean-Paul Carré, qui est administrateur de 525e mutuelle d'entreprise et président de l'association APER, et qui va donc nous parler d'un autre exemple de lutte contre l'amiante depuis la salle. Alors, oui. Je ne l'ai pas vu avant que ça commence, donc je ne sais pas où il est, mais voilà. Je suis là. Ça marche, ouais. Oui, une autre expérience, après le collègue, là, ce qu'il vient de dire, là, pour montrer, je dirais, ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur l'invisibilité à une époque. Alors, c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore pire, de l'amiante dans les entreprises, et la méconnaissance d'un certain nombre de choses, y compris par les organisations syndicales. Nous, ce qui s'est passé, c'est l'entreprise de RVI, fabrique de poids lourds. Du moins, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait quelques milliers de gars, des bâtiments, 70 hectares, enfin bref, c'était un truc un peu important. Et donc, à la fin des années 80, début des années 90, on a eu les salariés de la fonderie, puisqu'il y avait une fonderie où il y avait des centaines de personnes qui voyaient leurs collègues partir au cimetière, et ils en ont eu marre d'accompagner leurs collègues de travail au cimetière. Et surtout que ces gens-là, bien souvent, avaient passé une radio au camion radio qui était dans l'entreprise, et quelques mois après, ils étaient victimes, et pour beaucoup, ils décédaient. Donc plus personne voulait aller passer des radios, parce qu'ils avaient la trouille que le médecin leur dise on a trouvé ça. Ils se disaient bon, s'ils me trouvent ça, c'est que j'en ai pas pour longtemps, quoi. En fait, c'était ça. Et donc il a fallu prendre le taureau par les cornes, et un certain nombre de militants syndicaux et de délégués mutualistes, parce qu'on était une mutuelle d'entreprise à l'intérieur, avec des délégués mutualistes qui suivaient, qui pouvaient s'occuper de ça. Et donc, ils sont tournés vers la mutuelle, vers les dirigeants de la mutuelle, et en disant bon, il faut faire quelque chose. Donc, la mutuelle a pris le taureau par les cornes aussi, là, en disant bon, on va voir ce qu'on va faire avec la Ligue contre le cancer, parce qu'il y avait plein de cancers, et il n'y avait pas que l'amiante, il y avait d'autres choses. Et donc, sur tous les réseaux, des médecins, je me rappelle d'être descendu dans le Midi, vers Martigues, contacter des collègues médecins, du moins des médecins qui travaillaient sur ces questions-là. La Ligue contre le cancer, bref. Donc derrière, il y a eu la mobilisation avec les salariés, et qui ont obtenu non plus de passer des radios, parce que quand ils passaient des radios et qu'ils voyaient quelque chose, c'était trop tard, mais de passer des scanners, faire des visites médicales avant les départs de l'entreprise. Enfin, il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été obtenues grâce à la mobilisation des délégués mutualistes, de la mutuelle et des syndicats, et notamment une organisation syndicale. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques années, il fallait aussi, je dirais, que les victimes soient prises en compte. Parce que une fois qu'ils étaient détectés, il fallait faire les reconnaissances de maladies professionnelles, s'en occuper, et à partir de là, la mutuelle
a dit il faudrait monter une association pour s'occuper de ça, faire des permanences et tout ça. C'est ce qui a été fait. Une association qui s'appelait Vivant Fonderie, qui était constituée de salariés de la fonderie, bénévoles, et puis à l'intérieur duquel, au conseil d'administration, il y avait des représentants de la mutuelle. Donc pendant des années, c'était ça. Mais bon, au fur et à mesure, on s'est aperçu dans l'entreprise que l'amiante, c'était pas seulement à la fonderie qu'elle y était. Elle y était aussi dans d'autres secteurs de l'entreprise. Elle y était en fait de partout. Même si la direction, comme le disait le collègue, les employeurs, ils disent toujours, soit il y en a pas assez, soit il y en avait pas. Mais nous, à RVI, ils disaient, il y en a pas. Il n'y en avait pas, donc, alors qu'il y en avait de partout, et ça sera prouvé après, quand on aura été en justice sur le préjudice d'anxiété, si on a fait, et puis pour faire classer le site. Donc, là encore, pour aider les victimes, parce qu'il y avait des difficultés, vu que l'employeur, à chaque fois, il avait des bons avocats aussi, nous on avait des bons, mais il y en avait en face, trouver le moyen de dire qu'il n'y avait pas d'amiante et tout ça. Donc on a dit la meilleure solution, c'est de faire classer le site, pour que les gens qui vont en demande de reconnaissance de maladie professionnelle soient acceptés par la sécurité sociale plus facilement, quoi. Donc c'est ce qui a été fait. On a lancé une procédure avec nos avocats pour faire classer le site de RVI Vénissieux et de Saint-Priest et d'Iveco. Il y avait un site à Annonay. Bon, le site d'Annonay a été reconnu à un moment donné. Nous, on a été déboutés sur un vice de forme, pas sur le fond, mais sur un vice de forme. Il a fallu relancer la procédure. Donc, quand on a lancé la première procédure, c'était en 2002. Et le rejet pour vice de procédure, 2007, et 5 ans. Donc après, il a fallu relancer les affaires un peu différemment, et on a relancé les affaires en 2011 pour faire classer les sites et finalement au bout de procédures de refus de ministre, parce qu'à chaque fois il y avait des refus de ministre, que ça soit avant 2007 ou après 2007 ou en 2011, 2012, tout ça, ça a toujours été des refus, même en 2015, 2016, refus de ministre à chaque fois, ça changeait de ministre, mais la position était toujours la même. On refusait de classer le site, et finalement on a eu gain de cause. En octobre 2016, on a fini par être classé pour un site, le plus gros site qu'il y avait. Et puis, on a été débouté pour le petit, mais il valait mieux que ça soit dans ce sens-là que dans l'autre. Et là, après, derrière, il a fallu s'organiser, parce que le fait d'être classé, ça permettait d'engager des procédures sur préjudice d'anxiété auprès de centaines et des centaines de dossiers, voire des milliers potentiellement. Et donc, là encore, la mutuelle, si elle n'avait pas été là, je ne sais pas comment on aurait fait, parce que on a quand même monté 1400 dossiers, il a fallu des locaux et tout ça, donc ça s'est bien passé, parce qu'au départ, on avait un petit bureau à la mutuelle qui venait de déménager, mais quand on a vu l'afflux qu'il y avait, c'était plus quelques dizaines, mais des centaines et des centaines de salariés qui venaient, et là encore, la mutuelle nous a aidés pour avoir un local, les anciens locaux qu'ils occupaient, et on a pu monter sur les 2 années 1400 dossiers, pour lesquels aujourd'hui, je vous passe les détails, parce que, bon, en général, on est en retard. Ouais, on est un petit peu en retard, il faudrait terminer, Monsieur Carré, s'il vous plaît. Où on a réussi à faire indemniser tous les adhérents, tous les salariés, et on continue à amener la bataille. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui parlait du suivi post-professionnel, avec la mutuelle en 2024. Maintenant que le gros procès est terminé sur le préjudice d'anxiété, en 2024, on va s'atteler sur le SPP, suivi post-professionnel, et travailler en commun avec la mutuelle. Mais bon, je veux dire, l'essentiel, c'était la mobilisation de la mutuelle, parce que bon, elle avait une possibilité de communication que nous, on n'avait pas en tant qu'association, et puis une organisation syndicale. Voilà. Merci beaucoup. Donc la parole est à la salle. Donc comme chacune a un micro, il suffit d'appuyer sur le bouton devant pour prendre la parole. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être prendre plusieurs interventions. Alors j'insiste, essayer de faire des interventions courtes et d'avoir des questions un peu claires pour nos intervenants et intervenantes. On peut prendre 3 interventions et après distribuer la parole pour les réponses. Et donc il est 10h50, on peut dire qu'on arrête à 11h15. Oui, bonjour, Nadine Levergel, Génération Future. Alors, merci beaucoup pour ces interventions très intéressantes. Moi, j'ai beaucoup apprécié, Nathalie Jass, quand tu évoques le fait qu'il y a une vraie différence entre l'amiante et les pesticides, notamment avec ce qui vient d'être dit au regard de la gestion par les mutuelles. Je pense à la MSA,
dans la question des victimes des pesticides, et des syndicats, par exemple la FNSEA, qui, pour le coup, sur ces sujets-là, n'ont pas du tout soutenu les victimes des pesticides. Moi, j'ai un souvenir comme ça passé il y a une vingtaine d'années où on avait été contacté par un agriculteur qui avait développé un syndrome de type LSA. Et en fait, la mutuelle lui avait offert généreusement un fauteuil roulant. Voilà, c'était la seule réponse qui avait été apportée. Et pour le coup, c'est vrai que cet engagement de ce type de mutuelle auprès des victimes, elle est quand même mineure d'un point de vue pesticide, j'ai envie de dire. Comment on peut résoudre ce sujet? Parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui la MSA soit représentée dans les mutuelles qui ont porté la tribune, notamment auprès du monde. Et donc, on risque de pâtir à chaque fois de ce problème-là pour ce sujet des pesticides. Bon, alors, bonjour, je suis M. Séhurel Jean-Marc, donc je suis membre du bureau de la CAVAM, la coordination des associations des victimes de l'amiante et des maladies dues au travail, parce que ce n'est pas des maladies professionnelles. Et donc, moi, je vais peut-être faire le lien avec le sujet suivant concernant la législation. Parce que depuis... Alors, essayez de ne pas trop empiéter sur le programme de la table ronde suivante, si possible, mais... Non, je vais être bref, ça fait 3 minutes. Donc, depuis sa création en 2016, la CAVAM a placé l'éradication définitive de l'amiante au centre de ses préoccupations. À ce jour, la loi ne reconnaît que 2 méthodes pour traiter les déchets amiantés. L'enfouissement, la solution privilégiée, essentiellement en raison de son coût. C'est une solution provisoire qui n'élimine pas l'amiante. À moyen terme, cela correspond à mettre la poussière sous le tapis. L'inertage reste actuellement la seule alternative à l'enfouissement. Dans son rapport du 18 février 2015, le Conseil économique et social européen invitait la Commission à promouvoir la recherche de technologies durables pour le traitement et l'inertage des déchets d'amiante. Plus près de nous, l'article 114 de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire disait ceci. L'État établit au plus tard le 1er janvier 2022 une feuille de route sur le traitement des déchets d'amiante, ayant pour objectif l'identification des éventuelles alternatives à l'enfouissement qui sont viables et, le cas échéant, le calendrier de leur déploiement de façon à réduire le recours à l'enfouissement. L'identification des besoins de recherche et développement à notre solution alternative à l'enfouissement. Notre coordination avec toutes ces associations milite pour la création d'un pôle public d'éradication de l'amiante, car elle soutient plusieurs procédés de destruction de l'amiante. Ces combats sont menés par nos associations dans leur région. Cela fait des années que nous nous battons pour que ces projets se concrétisent. Pour mon association, cela va faire 10 ans que nous essayons de faire avancer un projet. Des réunions ont eu lieu avec des politiques et des instances. Tous se sont montrés enthousiastes pour ce projet et ont financé l'étude. Et maintenant, il faut passer à la réalisation. Et c'est là que cela se complique, car les investisseurs sont frileux. Et tant que la loi sur la gestion des déchets d'amiante ne sera pas modifiée, rien ne bougera. Un pôle public d'éradication de l'amiante dans lequel seraient rassemblés tous les acteurs afin de promouvoir une véritable politique d'éradication. Instances politiques, représentants des entreprises, des syndicats, des mutuelles et des associations de victimes de l'amiante, au sein duquel les acteurs publics et privés auraient la charge de veiller à son fonctionnement à partir d'un cahier des charges, plan d'éradication pluriannuel débattu dans le PLFSS, financé par les institutions financières auxquelles les missions d'intérêt général ont été confiées par la loi, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque postale. On va faire circuler la parole, monsieur. Je suis désolée, mais c'est exactement pas ce qu'il faut faire, d'intervenir si longtemps. Je m'excuse, mais bon, on va essayer de... Non, mais je peux m'arrêter là. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être on va répondre d'abord sur cette question de la non-implication de la MSA auprès des victimes de pesticides. Je vais donner la parole à Nathalie Jass et après on va pouvoir rebondir sur votre proposition de création d'un pôle public d'éradication de l'amiante. Cette question, elle est à la fois compliquée, mais
Il y a plusieurs raisons. Hein. Historiquement, il y a un régime exceptionnel. Enfin, il y a un régime de santé agricole qui ne fonctionne pas tout à fait comme le régime général et qui a été difficile à mettre en place. Hein. Il y a toujours, il y a ce qu'on a appelé, qui a été aussi difficile à mettre en place avec beaucoup de retard. Et donc le secteur agricole a eu pendant longtemps des retards en termes d'accès aux prestations sociales, les ouvriers comme les exploitants agricoles. Hein. Et il y a eu, on oublie toujours que les ouvriers et ouvrières agricoles ont été très nombreux jusque dans les années 60. Il y a eu une baisse, mais maintenant, aujourd'hui, il y a plus de monde qui travaille en agriculture, qui ont un statut précaire, que de gens qui ont un statut permanent, et plus de gens qui ont un statut salarié que de gens qui ont un statut d'exploitant ou d'exploitante. Donc ça, donc on revient dans un système assez d'ouvriers. Et ce système de la MSA, il est aussi en partie financé par le régime général. Il n'est pas financé que par les cotisations sociales, mais il fonctionne sur un système de cogestion qui est un système de tous les systèmes de cogestion en France sont des systèmes qui sont extrêmement inégalitaire dans la représentation, mais qui est particulièrement inégalitaire et qui est donc actuellement dans la représentation, même s'il y a une revendication de représenter tout le monde, de fait, il y a une partie non négligeable, et donc c'est en partie les personnes salariées agricoles qui ne sont pas représentées. Les salariés sont avant tout représentés, parce que la MSA concerne aussi des salariés qui ne sont pas qu'agricoles, par exemple au Crédit Agricole, dans les chambres d'agriculture, dans l'industrie agroalimentaire. Et donc on a des formes de représentation qui sont un peu problématiques aujourd'hui, qui ne sont pas de la réalité, et une structure qui est quand même contrôlée effectivement par la FNSEA, qui est avant tout un syndicat aujourd'hui qui représente qu'une petite partie de la profession agricole et pas une partie qui n'a pas forcément intérêt à ce qu'on ait cette prise en charge dans un contexte où financièrement ça peut être compliqué de prendre en charge toutes les pathologies qu'on pourrait identifier. Hein, je ne dis pas toutes les pathologies qui existent, mais qu'on pourrait identifier liées au secteur agricole. Et il y a une troisième difficulté, c'est que toutes les personnes qui travaillent en agriculture ne sont pas nécessairement affiliées au régime agricole. Il y a énormément de statuts, il y a des travaux qui le montrent, parce qu'il y a des formes de circulation, justement, notamment les salariés précaires ou dans des parcours de vie. Et donc, in fine, ce n'est pas que le régime agricole qui est concerné aussi par l'indemnisation des personnes ou la prévention des personnes qui travaillent en agriculture, qui pourraient être exposées aux pesticides, mais aussi à toutes les autres sources chimiques. Le risque chimique est bien plus large que les pesticides en agriculture. Et il y a un risque amiante, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui contiennent de l'amiante en agriculture, par exemple. Mais il y en a d'autres. Est-ce que sur cette question de la MSA, Stéphane Foucard voulait intervenir ? Non. On va venir du coup à cette proposition de pôle public d'éradication de l'amiante. Alors il y a Alain Bobbio de l'Andeva, donc Association des victimes de l'amiante, qui voulait s'exprimer. Et une dame à gauche, je ne sais pas si c'était à ce sujet ou pas. Oui, moi je voulais apporter une information toute récente et qui me semble vraiment importante. C'est les menaces directes qui pèsent sur le dispositif de surveillance des mésotéliomes. Hein, quand on veut rendre des victimes invisibles, la meilleure façon de supprimer la fièvre, c'est de casser le thermomètre. Ce qui se prépare, c'est exactement ça. En décembre, donc c'est vraiment tout récent, fin décembre, il y a plusieurs dizaines d'experts sur le mésothéliome qui ont reçu la même note qui émanait de Santé publique France et qui annonçait que faute de moyens suffisants, humains et financiers, on arrête. Donc, qu'est-ce qui existait avant ? Il existait le PNSM, le Programme national de surveillance. Ça fait 20 ans qu'il existe
il a produit des analyses scientifiques, il a aidé à la lutte contre cette maladie terrible. Et puis, il existait aussi ensuite pour améliorer la déclaration obligatoire. Et ensuite, depuis 3 ans, on a annoncé, Santé publique France, le DNSM, c'est-à-dire l'élargissement du dispositif initial à d'autres sièges de mésothéliome, péricarde, péritoine par exemple, et l'élargissement à tous les départements, métropoles et outre-mer. C'est ce dispositif-là qui met la clé sous la porte. Et les raisons officielles annoncées, c'est des raisons de moyens, de déficit de moyens. Ça, c'est absolument inadmissible. Inadmissible parce que, du coup, on ne saura plus quelle est l'évolution détaillée de cette maladie. Or, contrairement à une idée très répandue, l'amiante, c'est pas fini. Les maladies de l'amiante les plus graves, le mésothéliome, c'est en pleine augmentation. Et maintenant, il y a une sorte de plateau. Il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse. Donc, il faut absolument qu'on arrive à construire quelque chose d'unitaire qui fasse pression sur les pouvoirs politiques, si tant est que cette pression puisse être entendue. Il faut être optimiste et essayer d'aller de l'avant. Merci. Je donne la parole à une personne sur la gauche. Et peut-être après, s'il y a des prises de parole là aussi, répondre à cette proposition-là de pôle public d'éradication de l'amiante pour que ça puisse circuler entre vous. Alors, Agnès Poplin, bonjour. Je suis membre du CESE, de FNE et de la Commission nationale de déontologie d'alerte en santé publique et environnement. Moi, je voudrais revenir sur le titre de la table ronde que je trouve particulièrement interpellant et sur vos interventions. Comment peut-on, notamment dans le cadre de l'amiante ou des pesticides, donc en santé-environnement, comment peut-on renforcer l'intégrité scientifique? Comment renforcer les données scientifiques qui sont données et qui, il y a eu, Monsieur Foucard a écrit des livres là-dessus avec certains de ses confrères sur comment éviter que des données scientifiques soient biaisées par des ghostwriters, comme on dit, c'est-à-dire par des données qui sont ensuite où interviennent notamment les industriels et qui puissent donc après interférer ces études. On a eu récemment les SDHI, la polémique sur les SDHI, on en a eu d'autres sur l'amiante, enfin, je ne vais pas faire le panégyrique de vos livres, mais qu'est-ce que vous pouvez prévoir? Parce que pour l'instant, les agences, on a des préventions de conflits d'intérêts, mais on s'aperçoit que ça continue ces biais. Merci. On va prendre une autre intervention qui est en haut. Est-ce que les personnes qui doivent distribuer les micros les ont? Oui, c'est moi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon. Benoît Biteau, paysan bio, député écologiste au Parlement européen. Je suis premier vice-président de la Commission agriculture et développement rural au Parlement européen. Vous avez mis l'accent sur effectivement les différences qu'il y avait entre l'amiante et les pesticides, et notamment la causalité. Moi, je voudrais quand même signaler une analogie qui a été effleurée par Stéphane et qui rejoint ce que vous venez de dire, madame. C'est qu'on a une forme de complicité des agences sanitaires et des réglementations pour justement, et ça c'est le point commun avec l'amiante, pour se voiler la face. Aujourd'hui, dans la réglementation sur l'homologation des pesticides, on a des données, ça a été dit par Stéphane, mais qui sont complètement dépendantes de ce que veulent bien nous donner les firmes, et pas de volonté des agences sanitaires de produire de l'information. Et donc, tant qu'on ne produit pas d'information, on n'a pas d'éléments pour décider valablement. Et donc, c'est ce que disait Stéphane, avec le fait que, en vérité, quand un ministre de l'Agriculture dit qu'il convoque la science, en vérité, il convoque une réglementation. Mais cette réglementation est parfaitement défaillante. Il va falloir quand même qu'on évolue sur ce sujet-là. Et si je me permets de dire ça aujourd'hui, c'est que dans la salle, on est un certain nombre de législateurs, et c'est notre devoir de faire évoluer cette réglementation pour qu'elle ne soit plus défaillante et qu'on accède à la connaissance, et que donc, du coup, on puisse associer à telle molécule
telles conséquences. Je vous donne juste une anecdote. Quand on a travaillé avec Secret Toxique sur le glyphosate, quand j'ai demandé à ce qu'on puisse faire une évaluation sur le long terme à l'exposition au glyphosate à l'EFSA, au directeur de l'EFSA, il me dit, parce que je suis écologiste, Monsieur Biteau, vous n'êtes pas sérieux, l'évaluation d'une exposition dans la durée au glyphosate, ça consommerait, entre guillemets, beaucoup d'animaux de laboratoire. Donc, je vous alerte sur le fait qu'en l'absence de cette évaluation dans le long terme de la toxicité du glyphosate, en l'absence de ces connaissances, les animaux de laboratoire, pour le moment, c'est nous et nos enfants. Alors, il y a une dame qui va prendre la parole en haut. Après, je redonnerai la parole à nos intervenants-intervenantes avant de la redistribuer dans la salle. Allez-y. Ah non, c'est vous qui tenez le micro. Vous voulez intervenir? Non, il n'y a personne finalement? Bon, alors, du coup, je vais donner la parole à Stéphane Foucard et Nathalie Jass à propos de ces deux questions sur la moralisation finalement de la vie scientifique, si on peut dire, et sur comment remédier à la réglementation défaillante. Je viens d'un champ de recherche qui s'est beaucoup intéressé, qui s'appelle les Science and Technology Studies, et qui s'est beaucoup intéressé à ces questions de biais qui est structurellement défavorable, on ne peut pas dire autrement, à la prise en charge des problématiques de santé et environnement dans les systèmes de régulation. Ça va au-delà des agences, c'est les systèmes globataires. Ils sont construits pour tenter de tenir ensemble, et historiquement, et j'ai travaillé là-dessus, pour tenir ensemble des choses qui ne vont pas ensemble, qui sont souvent opposées, et qui sont des formes de développement économique et la santé et l'environnement, mais c'est très souvent très difficile à tenir. Et cette difficulté, elle se fait très souvent en défaveur des questions de santé et environnement. Et c'est construit à tous les niveaux, du moindre test réglementaire jusqu'au lobbying parlementaire, dans les parlements, dans les modes de décision. Et c'est pas une situation actuelle, c'est une situation qui s'est construite depuis le tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc c'est extrêmement profond et ça a conditionné les modes de développement que l'on connaît, pas simplement en agriculture, mais en industrie, dans tous les. Donc je ne peux pas aller dire autre chose. C'est vraiment extrêmement documenté, montré et depuis 2 siècles au moins, il y a des gens qui tentent et des organisations qui tentent d'infléchir avec plus ou moins de succès ces modalités. C'est un jeu politique qui L'autre chose, c'est que sur la question de la production des savoirs scientifiques, il y a des formes, on arrive à des formes de consensus et de certitude dans tout un espace scientifique, mais on a aussi des incertitudes. Et une des grandes questions, il y a la question de comment est-ce géré quand on a des certitudes, et dans l'espace politique, parce qu'il y a plein, et dans l'espace réglementaire, et dans les industries, mais il y a aussi toutes les situations d'incertitude. Et là aussi, il y a eu, même au niveau du Parlement européen, des agences européennes, beaucoup de réflexions sur qu'est-ce qu'on fait en situation d'incertitude. Et les arbitrages en situation d'incertitude, c'est aussi un grand souci parce que on s'aperçoit, les arbitrages sont rarement des arrêts, même dans les espaces politiques où on a décidé que la précaution devait être en place. Dans la mise en œuvre, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Mais il faut aussi prendre en compte cette question de l'incertitude scientifique. Il y a la certitude qui est traitée d'une manière, mais aussi les situations d'incertitude, c'est aussi important, de mon point de vue. Stéphane Foucard, pour compléter, après il y a Gilles-Éric Serralini à ma droite qui prendra la parole. Oui, vraiment en 2 mots. Je ne suis pas certain que la question de la moralisation de la vie scientifique soit vraiment le nœud du problème. Je crois qu'en fait, évidemment, il y a des gens malhonnêtes partout, dans la communauté scientifique autant qu'ailleurs, dans la presse, au Parlement. Mais je crois que vraiment la question est celle de la réglementation telle qu'elle existe au niveau européen aujourd'hui. Un des premiers aspects, d'ailleurs, qui a fait l'objet de travaux de la CNDASP
était de montrer que dans le processus d'homologation des substances actives, eh bien, en fonction de l'État rapporteur, en fonction de l'État européen qui se charge de l'analyse préliminaire qui va fonder l'expertise, eh bien, les règles de prise en compte des conflits d'intérêts sont absolument pas les mêmes. Et que, par exemple, en France, on est plutôt en avance sur certains pays comme l'Allemagne, où là, carrément, on a de bonnes raisons de penser que ce sont des chercheurs, des toxicologues de BASF, Bayer, etc., qui participent à l'évaluation des dossiers réglementaires qui sont fournis par leurs propres entreprises, aux côtés de chercheurs, enfin de toxicologues et d'évaluateurs du risque du BFR ou d'autres agences allemandes. Donc en fait, il y a une sorte de grand écart comme ça dans les façons de faire, en fait, au niveau européen, qui, je pense, forme une part du problème. Je pense que le problème, au-delà de cet aspect qui est un petit peu picrocolin, au-delà de cet aspect, la réglementation elle-même est folle. Enfin, je veux dire, il faut appeler les choses comme elles sont. C'est-à-dire que quand on explique à un enfant de 8 ans, normalement intelligent, comment les choses marchent, en fait, il n'y croit pas. Il dit, c'est pas possible. On ne peut pas demander aux entreprises elles-mêmes de tester leurs propres produits, de garder les données, de ne pas les rendre publiques alors que ça concerne la santé publique, d'avoir elles-mêmes, dans les années 70 et 80, contribué, et parfois écrit les protocoles de tests réglementaires au CDE qui sont utilisés pour remplir leurs propres dossiers. Enfin, je veux dire, tout est fou, quoi. C'est exactement comme si on faisait des journaux où on mettrait, par exemple, je ne sais pas moi, dans une rédaction, on mettrait Greenpeace qui écrirait les articles, et puis ça paraîtrait normal à tout le monde que, bon, non, c'est pas normal, quoi. Et c'est pas normal pour plein de raisons qui aujourd'hui apparaissent au grand jour, qui est que, par exemple, le simple fait que les firmes soient propriétaires des données qu'elles génèrent pour remplir ces fameux dossiers réglementaires crée des situations dans lesquelles bien, les firmes, parfois, ne donnent pas les données. Et on le découvre plus ou moins par hasard. Tout récemment, il y a quelques mois, un consortium de journalistes européens a montré, avec l'aide de chercheurs suédois, qu'une dizaine de produits phytosanitaires, de pesticides avaient été mis sur le marché après que les fabricants ont conduit des tests qui montraient une toxicité pour le développement du cerveau des enfants à toutes les doses d'exposition. Donc en fait, c'était des résultats catastrophiques. Eh bien, ils n'ont pas donné les résultats de ces études aux évaluateurs du risque européens, au motif que les études de DNT n'étaient pas absolument requises par la réglementation et donc il n'y avait pas de raison de les donner. Donc voilà, en fait, il faut tout réécrire, quoi. Il faut tout réécrire. Et je crois que ce ne sera pas fait. Enfin, à chaque fois que moi j'écris un papier sur ces sujets-là, je me dis, bon, bah là, il va se passer quelque chose quand même, parce que là, c'est trop fou. Puis en fait, il ne se passe rien. Ou presque rien. Oui, on est là, mais on ne va pas changer la réglementation cet après-midi, quoi. Allez-y, j'écrirai l'article, alors. C'est que quand on revoit des choses qui étaient vraiment d'une ampleur, qui pouvaient être beaucoup plus importantes à d'autres époques, où il y a eu des petites transformations, mais in fine, il y a une force d'inertie qui est quand même assez phénoménale et des formes de renforcement dans le temps long. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être combatif, mais il y a quand même une histoire. Il faut prendre en compte ces dynamiques structurelles et ces poids structurels qui sont extrêmement conséquents. Bonjour, Gilles-Éric Serralini. Je suis professeur et je travaille depuis 30 ans sur la toxicité à long terme des polluants et des pesticides. Je voudrais juste souligner sur ce que vient de dire Stéphane Foucard. J'ai été aussi conseiller pour différents gouvernements et je me suis heurté à cette problématique de la non-transparence des industries, de ce que font les industriels. Et c'est vraiment aussi le titre de la table ronde, la fabrique du doute. Je voudrais juste souligner qu'aujourd'hui même, en cet instant, les mutuelles qui sont là sont prises en otage par une série de dispositions qui font que si elles demandent à l'État les données qui ont permis d'autoriser les pesticides, elles ne peuvent pas les avoir. Donc elles ne peuvent pas savoir combien ces données contribuent aux maladies de toxicité chronique qui touchent aujourd'hui l'ensemble de la population, et on a beaucoup parlé des cancers professionnels. Il n'y a pas que, il y a les cancers des consommateurs à cause des pesticides. Et donc, aujourd'hui, si ne serait-ce que les mutuelles présentes pouvaient demander la transparence
sur les données d'autorisation des pesticides, elle se rendrait compte que les autorités réglementaires, les autorités d'État ne les ont pas faites faire. C'est peut-être même dans le détail, elles n'ont jamais fait évaluer un pesticide dans sa formulation, comme va le souligner Secret Toxique et d'autres intervenants dans ce colloque, elles n'ont jamais demandé les tests des produits tels qu'ils sont commercialisés. Et on admet a priori, mais ça fait partie de la fabrique du doute, que c'est le principe actif, par exemple le glyphosate, qui est en cause. Moi, je ne l'admets pas en tant que scientifique, tout simplement parce que je l'ai vérifié. Et ce sont les produits tels qu'ils sont commercialisés avec des adjuvants, ce sont des mixtures de produits. Et c'est une des raisons de la fabrique du doute. Pour l'amiante, on voit bien, parce que même s'il y a différentes formes de fibres, etc., comme pour le tabac, ça arrive sur un organe cible, le poumon. Mais la toxicité, et ensuite sur le système nerveux. Mais il y a des problèmes avec les pesticides qui pénètrent de manière confuse partout. Et on a mis en évidence beaucoup de résidus de pétrole extrêmement cancérogènes dans toutes les formulants de pesticides qui ne sont pas déclarés aujourd'hui. Et on pourrait le savoir si les mutuelles demandaient simplement à l'État les études qui ont permis les autorisations, et elles constateraient que jamais un pesticide tel qu'il est commercialisé n'a été testé sur animaux en consommant, d'ailleurs, 200 animaux de laboratoire, ce qui est fait avec le principe actif. Mais ce sont les industries qui déclarent toutes seules ce principe actif qui, en fait, il faut leur faire la bonne foi. Il faut leur autoriser la bonne foi. C'est la première fabrique du tout. C'est en fait pas le principe actif, forcément. C'est pas les néonicotinoïdes forcément, pas le glyphosate forcément, c'est l'ensemble du produit commercialisé qui contient beaucoup de cancérogènes, des dérivés de pétrole. Et si elle demandait la transparence sur ces tests qui ne sont pas faits, eh bien, elle pourrait grandement aider parce que, en fait, elles sont prises en otage au niveau de leur contribution financière vis-à-vis des patients, qu'ils soient professionnels ou non professionnels, et elles sont prises en otage par un système de privatisation croissant qui fait que, finalement, elles ne peuvent pas avoir accès aux données qui appartiennent de manière privée aux multinationales. Merci. Il y a une personne qui veut intervenir à droite. Après, devant, ça va être les deux dernières interventions parce qu'on a déjà dépassé le temps. Donc, je vous invite à faire des interventions très courtes. Oui, Pascal Lachaud pour le collectif Les Pieds dans le Plat. Juste deux remarques de fond sur... D'abord, moi, je me félicite de la convergence entre le cadre de prévention annoncé par les mutuelles sur ce colloque et ces rencontres ô combien nécessaires. Sur le fond, je vais revenir sur un aspect qui nous heurte profondément, sur les questions éthiques et philosophiques, c'est bien la marchandisation du vivant dont il est question, et avec une seule portée de la réalisation d'un taux de profit à court terme, sur la volonté de continuer à épandre ces 50 000 tonnes de pesticides dans notre pays. Je crois que c'est important d'y revenir en force et en même temps dire que sur les notions de modélisation dont vous parlez, madame, on a un acquis dans ce pays. Moi, j'ai été faucheur volontaire en 99. C'est le principe de précaution qu'on a imposé avec une convergence de lutte entre le monde paysan et les écologistes et l'ensemble du mouvement environnementaliste. Je crois que c'est important parce que ça met en échec à un moment donné sur cette modélisation dont vous parlez et sur la stratégie du doute. On a renversé la table dans ces années-là. Il faut qu'on la renverse à nouveau. Merci. Bonjour, Andy Batentier, Secret Toxique. Je serai très bref, je voudrais juste introduire un terme dans le débat que j'emprunte à François de Dieu. C'est la possibilité, l'illusion de la possibilité d'un usage contrôlé. Parce qu'il s'agit ici au final, si on cherche un petit peu à chercher le nœud du problème, et quelque part, en fait, à Secret Toxique, c'est ce qu'on cherche à faire, à synthétiser justement les choses pour éviter de tomber dans le catalogue finalement des différents problèmes qui est extrêmement long. La journée ne suffirait pas vraiment à suffire. La question, c'est de savoir où sont les points névralgiques sur lesquels on peut agir. Et on a cette conviction à Secret Toxique qu'il
il y a justement par construction, par justement le travail de production d'ignorance, de production d'une science biaisée, comme vous l'avez souligné, Madame Poplin, l'illusion de la possibilité d'un usage contrôlé. Puisqu'on parle d'amiante également, il me semble que ce qui amène à l'interdiction de l'amiante en 97 et qui fait qu'il a fallu attendre 97 alors que les premiers éléments de dangerosité étaient déjà connus dès 1904, c'est justement le maintien de cette illusion de la possibilité d'un usage contrôlé. Donc moi la question, ce que je vais vous servir, c'est une question impossible, mais c'est aussi celle qui nous travaille, donc autant réfléchir ensemble et profiter du fait d'être ensemble dans cette salle pour y réfléchir, c'est comment est-ce qu'on arrive enfin à construire la conviction de l'impossibilité d'un usage contrôlé pour pouvoir réellement avancer sur ces questions dans toutes les implications qu'elles ont et qui ont été décrites ici. Merci. Bon, la question est posée, c'est exactement le thème de la seconde table ronde, donc je propose qu'on en parle tout à l'heure. Donc il est 11h22, donc on a juste. Alors ok, Stéphane Foucard pour terminer. Je vais filer après. Moi, c'est une question qui est hyper intéressante et je pense que, alors je prends un peu le sujet du colloque à contre-pied, je ne pense pas que la question sanitaire soit le principal élément, disons, probant pour démontrer ce caractère incontrôlable. Je pense que l'effet le plus massif qui démontre ce caractère incontrôlable de l'usage de cette technologie, c'est l'effet sur la biodiversité. C'est en fait, bon, l'espérance de vie continue à augmenter, on vous servira toujours cet argument-là, vous vivez toujours plus vieux, arrêtez de vous plaindre, il y a un peu de pesticides, c'est pas très grave, et on n'arrivera jamais, je pense, à désintriquer ce que disait Nathalie Jass, l'effet de cette chimie un petit peu diffuse et omniprésente, parce que là, on parle de pesticides, mais il y a les PFAS, il y a les PCB, il y a les polybromodiphényléthaires, il y a tout un tas de choses, en fait. Et donc, le fait de... Et souvent, ce sont des produits qui ont le même genre de mode d'action, qui se ressemblent, c'est très compliqué. Les pesticides, c'est-à-dire des substances actives qui sont faites pour détruire le vivant, eh bien, ce qu'elles font, c'est qu'elles détruisent le vivant avec une efficacité extraordinaire. Si vous regardez la quantité d'insectes qu'il y a dans la nature aujourd'hui, c'est un truc absolument terrifiant. C'est beaucoup plus inquiétant en fait que la question sanitaire. Et s'il y a quelque chose qui montre le caractère incontrôlable, c'est celui-là. C'est parce qu'on a perdu 80% à peu près de biomasse d'insectes dans les pays occidentaux en 40 ans. Donc c'est complètement fou. Enfin, c'est même presque drôle tellement c'est terrifiant. Donc je pense que c'est vraiment ça le levier, plus que la question sanitaire. Je vais juste aussi conclure sur 2 points. Le premier, c'est que l'usage contrôlé, c'est 1916 en France, c'est très clair pour les pesticides. Il y a tout un ensemble de substances qui sont reconnues extrêmement toxiques, qui sont interdites en agriculture, mais on les autorise quand même, et c'est quelque chose qui va durer sur le très long terme. Et le deuxième point, c'est, vous expliquiez tout à l'heure sur une substance, qu'elle est dangereuse. Le raisonnement substance par substance est un raisonnement qui a été vraiment imposé réglementairement par les politiques, par les industries. Il y a eu beaucoup d'initiatives pour ne plus raisonner substance par substance, parce que c'est impossible de prouver des choses substance par substance, et que c'est jamais une substance qui agit seule, que ce soit pour les pesticides, mais au-delà des substances chimiques, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, pour réfléchir à d'autres modalités d'autorisation et de raisonnement et de gestion politique, de gestion des substances qui ne reposent pas sur le substance par substance. Ça n'a jamais fonctionné, mais on est complètement... tout le monde est cadré par ces raisonnements substance par substance qui, si on veut prouver, ne fonctionnent pas pour plein de raisons et qui demanderaient des moyens absolument colossaux qui n'existent pas pour arriver à objectiver ce qu'on demande, ce qu'on voudrait objectiver. Donc ce raisonnement substance par substance est extrêmement problématique aussi.